Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition du journal en version française de la TV+. Pour ce samedi, suivons d'abord nos titres. Madagascar vise de nouveaux marchés à l'international pour ses produits d'exportation à travers une nouvelle stratégie nationale d'exportation récemment revisée. Madagascar a le potentiel de s'ouvrir à d'autres marchés, notamment en Afrique en tant que membre de la SADC et du COMESA et signataire de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. La réhabilitation de la route nationale numéro 5 progresse notamment sur le tronçon reliant Foul-Pointe à Fénéry-Vest. Si auparavant les véhicules de transport en commun mettaient environ 6 heures pour parcourir ce trajet, il ne faut désormais plus que 4 heures précises, les chauffeurs de taxi brousse. Le recours au dynamijay a été une stratégie efficace pour instaurer la paix dans la région d'Ano selon le gouverneur de la région. Son application a engendré la crainte chez les malfaiteurs et favorise la cohésion sociale. Toutefois, plusieurs réformes restent à entreprendre face aux différentes évolutions constatées. L'agence de notation Fitch a baissé dans la soirée du vendredi 12 septembre la note souveraine de la France à A+, sanctionnant le pays pour son instabilité politique persistante et les incertitudes budgétaires qui contrarient l'assainissement de ses comptes publics très dégradés. Et tout de suite, les détails de nos informations. Madagascar vise de nouveaux marchés à l'international pour ses produits d'exportation à travers une nouvelle stratégie nationale d'exportation récemment révisée. Actuellement, les pays de destination des exportations malagasy sont principalement les États-Unis, l'Europe et la Chine. Madagascar a pourtant le potentiel de s'ouvrir à d'autres marchés, notamment en Afrique, en tant que membre de la SADC et du COMESA et signataire de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Fitia Vanadoni, Vresat nous en fait le reportage. Les produits exportés par Madagascar sur le marché international sont limités. Ils sont répartis en 3 grandes catégories, les ressources minières comme le cobalt et le nickel, les produits textiles, notamment dans le cadre des exportations vers le marché de l'AGOA aux États-Unis, et les produits du secteur de l'agribusiness. Les marchés d'exportation malagasy restent également très limités. Actuellement, ils sont principalement concentrés sur l'Europe, les États-Unis et la Chine. De nouvelles stratégies d'exportation sont donc nécessaires si Madagascar veut accroître ses bénéfices liés à l'exportation. Le premier, c'est la promotion des investissements directs étrangers, la promotion des investissements directs nationaux comme stimulant et levier de développement des exportations. Deuxièmement, l'investissement dans les infrastructures, la connectivité. Sans la connectivité, on ne peut pas exporter. Et enfin, le développement du capital humain et le transfert de technologies. L'une des stratégies de commerce extérieur qui séduit les consommateurs actuellement et qui devrait faire vendre nos produits est la stratégie marketing du storytelling. Madagascar exporte grosso modo des produits bruts, des produits plutôt banals, sans marque, sans emballage. Et l'idée de cette stratégie, c'est la montée en gamme, faire en sorte que dorénavant, au lieu de vendre des produits en vrac, on devrait vendre des produits avec ce qu'on appelle du packaging, du branding, du marketing et surtout du storytelling. Ça, c'est toute une éducation à faire jusqu'aux producteurs pour que les producteurs arrêtent de juste remplir les conteneurs, mais quelque part faire en sorte qu'il y ait des marques. La validation de la stratégie nationale d'exportation constitue une étape majeure dans la trajectoire de Madagascar vers un commerce extérieur plus dynamique, inclusif et compétitif. Elle s'inscrit dans une dynamique de réformes ambitieuses, illustrant la volonté du gouvernement de doter Madagascar d'outils modernes et compétitifs afin de renforcer durablement la présence du pays sur les marchés régionaux, à l'instar de la SADC qu'il préside, le COMESA, la zone de libre-échange continentale africaine, aux ZLECAf et le reste du monde.
La réhabilitation de la route nationale numéro 5 progresse notamment sur le tronçon reliant Full-Pointe à Fénéry-West. Auparavant, les véhicules de transport en commun mettaient environ 6 heures pour parcourir ce trajet. Il ne faut désormais plus que 4 heures, précisent les chauffeurs de taxi brousse. L'ensemble des travaux devrait être achevés avant la prochaine campagne de récolte du litchi, d'après les explications de Glacia Situation et de Ivrasata. La RN5 joue un rôle majeur sur le plan économique et social dans la partie nord-est de la grande île, reliant Tuamas-Namarantsech. Elle constitue l'unique voie permettant l'acheminement des produits agricoles et des denrées de première nécessité. Les prix des produits locaux dépendent en grande partie de l'état de cette route, selon les informations recueillies sur place. Dans le cadre de la réhabilitation des routes nationales dégradées, l'État, à travers le ministère des Travaux publics, a lancé des travaux de remise à niveau de la RN5, en particulier sur le tronçon Full-Pointe Fénéry-West. Selon la direction régionale des travaux publics d'Analandsroef et d'Ansranen, des travaux sont divisés en 2 volets principaux, une partie en béton armé et une autre en bitume goudron. Les entreprises en charge du chantier ont précisé que l'épaisseur du béton est de 20 cm contre 5 cm pour le goudron. Des conducteurs confirment déjà une nette amélioration du trafic, alors que le trajet Full-Pointe Fénéry-West prenait auparavant 6 heures. Il est désormais réduit à un peu plus de 4 heures. Les travaux suivent les normes internationales et tiennent compte des conditions climatiques spécifiques de la côte est de Madagascar. La totalité des travaux devrait être achevée avant la campagne de récolte du litchi. La direction régionale des travaux publics d'Analandsroef et d'Atsranen assure le suivi de leur exécution. Le recours au Dinamirai a été une stratégie efficace pour instaurer la paix dans la région d'Anos. Selon le gouverneur de la région, son application a engendré la crainte chez les malfaiteurs et favorisé la cohésion sociale. Toutefois, plusieurs réformes restent à entreprendre face aux différentes évolutions constatées. Parmi celles-ci, l'assouplissement de certaines sanctions afin de les rendre plus applicables. Selon les maires de la région d'Anos, cela justifie l'organisation de consultations avec les différentes forces vives en collaboration avec les forces de l'ordre et les responsables administratifs de la région. Reportage. La région d'Anos, composée de 3 districts, avait auparavant connu de graves troubles à l'ordre public. On peut citer notamment les actes de banditisme liés au vol de zébus dans le district de Beitchouk il y a quelques années. Le Dinamirai d'Anos a été mis en place comme un outil de restauration de la sécurité. Selon les explications, plusieurs mesures y ont été intégrées pour favoriser l'harmonie sociale. Il s'est avéré nécessaire d'y procéder car certaines des sanctions appliquées dans le cadre de l'ancien DIN étaient jugées trop lourdes et difficiles à supporter pour la population. C'est pourquoi les maires proposent de nouvelles mesures mieux adaptées aux capacités de la société, selon le maire de Soneran. Ces règles doivent désormais être mises en conformité avec la réalité actuelle et l'évolution de la société afin de garantir l'efficacité du DIN. Celles-ci découleront de consultations auprès des communautés de base et des responsables concernés, a expliqué le gouverneur de la région d'Anos, Voage Rakudvel Manatsu. Le DIN sera ainsi adapté aux besoins locaux pour en assurer le succès. Sa mise en place implique la collaboration de différents responsables, notamment les forces de l'ordre. Cette consultation en vue de la réforme du Dinamirai d'Anos s'est déroulée sur 2 jours. Le SGN, École supérieure de la gendarmerie nationale à Muramang, élargit son programme de formation suite à une coopération avec le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. Une formation en pisciculture a été dispensée en faveur des stagiaires. L'objectif étant de permettre aux stagiaires de promouvoir, une fois en poste, les techniques de pisciculture dans les zones où ils seront affectés, selon les précisions d'Elisa Herman. Dans une démarche innovante et résolument tournée vers le développement durable, le SGN, École supérieure de la gendarmerie nationale de Muramang, élargit son programme de formation.
En plus de l'enseignement basique lié à la sécurité publique, les stagiaires ont bénéficié d'une formation spécialisée dans le domaine de la pisciculture, fruit d'un partenariat entre le ministère de la Pêche et de l'économie bleue et le SGN. Cette initiative vise à renforcer les compétences des stagiaires dans des secteurs à forte valeur ajoutée pour les communautés rurales. Offerte gratuitement, cette formation s'inscrit dans une volonté gouvernementale de diversification des savoir-faire au sein des forces de l'ordre en intégrant des volets économiques et environnementaux. Ainsi, après une première phase théorique dispensée en salle, les apprenants ont pu mettre en pratique leurs acquis sur le terrain. L'objectif est de permettre aux stagiaires de promouvoir, une fois en poste, les techniques de pisciculture dans les zones où ils seront affectés. Ces compétences pourraient s'avérer précieuses pour appuyer les dynamiques locales de développement, notamment dans les zones enclavées où la pisciculture représente un levier économique important. À Madagascar, de nombreuses mineures victimes de viols se voient dans l'obligation de mener à terme une grossesse non désirée en raison de l'interdiction persistante de l'interruption thérapeutique de grossesse, dénonce le mouvement féministe Nifnakang. Les agressions sexuelles restent fréquentes et alarmantes. Les auteurs ne sont plus uniquement des inconnus. Des cas d'inceste sont régulièrement signalés, impliquant des pères, des proches ou d'autres membres de la famille des victimes. Malgré cette situation critique, les campagnes de sensibilisation et les appels à l'action se poursuivent, portés par des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elisa Ejman. Un nombre croissant de femmes victimes de violences osent aujourd'hui porter plainte et témoigner, que ce soit auprès des centres spécialisés ou plus largement sur les réseaux sociaux. Depuis le début du mois de septembre, environ 7 femmes ayant subi des violences ont partagé publiquement leurs témoignages en ligne. Le fait que les femmes aient désormais le courage de dénoncer leurs agresseurs semble troubler ces derniers, d'autant plus que les associations de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences ne cessent de se renforcer. La violence sexuelle, le viol et l'inceste restent encore des sujets tabous au sein de la société, rarement abordés ouvertement. C'est pourquoi le mouvement Nifnakang continue d'en faire une priorité. Une fois encore, c'est par le biais de l'art qu'ils ont lancé cette campagne de sensibilisation, illustrant à travers une fresque le cri visuel contre les violences faites aux filles et aux femmes. L'art est cependant utilisé comme un outil de plaidoyer citoyen pour dénoncer les violences sexuelles, le viol et l'inceste. Cette fresque sera exposée à la Cité de la Culture à Antananarivo pendant tout le mois de septembre. Et dans le reste des actualités, l'agence de notation Fitch a baissé dans la soirée du vendredi 12 septembre la note souveraine de la France à A+, sanctionnant le pays pour son instabilité politique persistante et les incertitudes budgétaires qui contrarient l'assainissement de ses comptes publics très dégradés, ouvrant le bal des revues d'automne des agences de notation. Fitch dresse un constat sévère de la situation des finances publiques dans la deuxième économie de la zone euro, 4 jours après la chute du gouvernement Bayrou et la désignation d'un nouveau Premier ministre, le 3e en un an. Les détails sur France 24. La dégradation a été décidée dans les bureaux de Fitch. L'agence a décidé d'abaisser la note souveraine de la France. Jusqu'ici notée AA-, le pays baisse d'un cran et atteint A+. Une conséquence de l'instabilité politique, explique l'agence. La chute du gouvernement lors d'un vote de confiance illustre la fragmentation et la polarisation croissante de la politique intérieure. Cette instabilité affaiblit la capacité du système politique à mettre en œuvre une consolidation budgétaire d'ampleur. Dans son rapport, Fitch dresse un constat sévère de l'état des finances publiques de la France. Selon elle, le déficit devrait rester supérieur à 5% du PIB l'an prochain et la dette augmenter jusqu'à 121% du PIB en 2027, contre 114% aujourd'hui. Pour cet économiste, la dégradation de la note a des conséquences limitées, mais bien réelles.
L'impact, bien sûr, avec cette dégradation, c'est une dette de moins bonne qualité. Donc, ça veut dire, certes, une augmentation de la prime de risque qui peut continuer. Et donc, ça veut dire, pour la France, concrètement, une charge de la dette qui augmente, c'est-à-dire le niveau de ses intérêts à rembourser chaque année qui augmente. Ministre démissionnaire de l'économie, Éric Lombard a pris acte de la décision de Fitch. Nommé Premier ministre cette semaine, Sébastien Lecornu a pour mission de présenter un budget accepté par les oppositions. La gauche pointe la forte dégradation des finances publiques depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et propose de taxer davantage les plus hauts revenus et les grandes entreprises. Et parmi les réactions à cette dégradation, notez celle plutôt acerbe du... Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se donne rendez-vous dans le journal en version malagasy. Je vous dis à tout à l'heure alors.